Le père cache les fautes de son fils, mais le fils assume les fautes de son père. Voilà une citation qui résume à merveille la tragédie que fut la vie d'Horus, ou tout du moins sa fin. Horus Lupercal était le primarque des Luna Wolves, rebaptisé à la fin de la Grande Croisade Sons of Horus. Stratège hors pair, diplomate accompli, Horus Lupercal était le plus charismatique de sa fratrie et considéré comme le premier de ses pairs. Persuasif et doué d'un talent inné pour la psychologie, Horus pouvait déceler la nature des hommes pour en exploiter les forces et les faiblesses, ce qui lui permit de gagner le cœur de ses soldats, mais également de trouver des solutions négociées à de nombreux conflits, là où d'autres auraient juste lancé l'assaut. Étant l'un des 20 primarques créés par le génie génétique de l'empereur, il était surtout le premier primarque à être retrouvé officiellement, devenant de fait le fils favori du maître de l'humanité. Horus était un véritable géant, aussi large d'épaules en comparaison d'un guerrier de l'Astartés que celui-ci l'était par rapport à un homme normal. Son armure était à l'origine d'or blanc comme le soleil à son lever, l'œuvre de maîtres artificiers. Des nombreux symboles qui en couvraient les surfaces, le plus grand était un unique œil grand ouvert, modelé au centre du plastron. Des robes d'étoffe blanche flottaient autour de ce personnage vénéré et terrible. Au-dessus du gorgerin, son visage si parfaitement beau et sculpté était nu, parfait en toute proportion et habité par la grâce. Sa tête était nue, rasée, sculpturale. Son visage était noble, hâlé par de nombreux soleils, et ses yeux brillaient autant qu'eux. Avant de commencer sa conquête de la galaxie, l'empereur de l'humanité avait créé les primarques en utilisant une sorcellerie génétique mystérieuse et ses propres pouvoirs phénoménaux. Il forgea 20 demi-dieux, des guerriers sans égaux, des stratèges et des chefs charismatiques. Il rassemblait toutes les qualités de l'homme, catalysées dans le creuset de la science et magnifiées par l'essence du divin. Le maître de l'humanité voulait que les primarques soient à ses côtés pendant la Grande Croisade, afin qu'ils mènent chacun une des 20 légionnesses Astartés. Mais avant qu'ils ne puissent mettre ce plan à exécution, les dieux du chaos intervinrent et enlevèrent les primarques alors qu'ils n'étaient encore que des embryons, les dispersant dans le War. Chacun d'eux se retrouva alors sur un monde de l'humanité, loin de Terra. Certains pensent que c'est à ce moment-là que les dieux sombres laissèrent leur empreinte dans le patrimoine génétique des fils de l'empereur, provoquant la rébellion de la moitié des primarques pendant l'hérésie d'Horus. Celui qui deviendrait finalement Horus atterrit sur la planète Ctonia, non loin de Terra, à seulement quelques années-lumière. S'il existe peu d'informations concernant sa jeunesse sur ce monde, jeunesse elle-même entourée de mythes et de légendes, il fut néanmoins le premier primarque retrouvé officiellement par l'empereur. Il resta pendant des années le seul primarque à grandir aux côtés de son créateur, qui, découvrant de nombreuses affinités entre eux, consacra beaucoup de temps à son éducation. Horus reçut le commandement de la 16e Légion, baptisée les Luna Wolves, créée à partir de son propre code génétique. À leur tête, il accompagna l'empereur dans sa grande croisade, et ensemble ils forgèrent le foyer initial de l'expansion de l'impérium naissant. Alors que l'histoire ancienne de nombreux primarques est abondante, bien qu'elle soit inégalement documentée, on ne peut pas en dire autant d'Horus. La contradiction et l'omission ternissent tous les comptes rendus des années de formation d'Horus. Il est clair que l'empereur a trouvé Horus et qu'il a pris le commandement de la 16e Légion au début de la Grande Croisade. Au-delà de ces faits manifestes, l'accord entre les sources fait cruellement défaut, certains plaçant même Horus sur Ctonia comme un enfant trouvé. Comme beaucoup de ses frères, ses sources disent qu'il a prospéré dans cet environnement difficile, apprenant ses premières leçons de guerre et de meurtre au sein de groupes de tueurs barbares de Ctonia.
Une autre source affirme qu'Horus est retourné à Terra lui-même. Des passages poétiques datant des premiers jours de la croisade décrivent la capsule d'incubation d'Horus tombant du ciel nocturne comme une étoile brûlante. Dans ce récit, Horus grandit aux côtés de l'empereur, apprenant de son père alors même qu'il reprenait le système de Sol et forgeait des alliances qui créèrent les bases de l'Imperium. D'autres affirmations, très crédibles cette fois, affirment que l'empereur a trouvé Horus, le premier de ses fils perdus, mais ne précisent pas où quand elles n'affirment pas que cette découverte eut lieu sur Luna, Skarazen ou même sur un Space Hulk près du noyau galactique. Beaucoup de ces légendes racontent que l'empereur a envoyé le jeune Horus vivre dans les bandes de guerre de Ctonia jusqu'à ce qu'il soit mature et prêt à prendre sa place au sein de l'Imperium, d'autres qu'il l'a entraîné à ses côtés. En effet, il est à la fois symptomatique et frustrant pour le chroniqueur de l'histoire d'Horus qu'il existe d'autres récits encore plus fantaisistes. L'empereur arrachant Horus au tourbillon alors même qu'il tentait de le revendiquer, Horus revenant sur Terra depuis un empire lointain à la tête de sa propre flotte, mais pliant le genou à la vue de son père. Horus mort et ressuscité par les cultes de génosorcières de Luna, qui utilisaient une technologie génétique mystérieuse. Horus sortant d'une immersion de lumière dans le palais de l'empereur après avoir marché parmi la lumière des étoiles perdues. Nous ne connaîtrons jamais la vérité. Cette époque ancienne est trop envahie par le mythe et souillée par le sang de ce qui allait devenir une certitude, sauf que dès le début, Horus était un être qui, peut-être plus que tout autre primarque, semait ses propres mythes et légendes en marchant. Un être à qui les grandes actions venaient facilement et dont la gloire presque surnaturelle s'accumulait comme si elle était ordonnée. Ctonia fut découverte par une compagnie de la 5e Légion commandée par le capitaine Cornelius Douré. Douré définissant dans son rapport Ctonia comme un nid de serpents à détruire, rapport qu'Horus commentera avec humour plus tard, favorisant même le capitaine Douré et sa compagnie, leur demandant souvent d'être les éclaireurs de sa flotte. Horus sera ainsi l'un des rares grands généraux de cette époque à reconnaître le rôle des compagnies pionnières de la 5e Légion, qui avaient un rôle d'avant-garde et à gagner en retour leur respect. D'autres informations affirment qu'Horus n'avait pas grandi sur Ctonia, le monde natal de sa légion, ce qui n'était pas courant pour un primarque. Mais il parlait le ctonien couramment. En vérité, il le parlait avec la tonalité palatale particulière et les voyelles appuyées d'un ganger de l'hémisphère ouest, la plus basse des castes de Ctonia. On peut supposer que c'est parce que Lupercal l'avait appris ainsi auprès d'un précepteur qui parlait de cette façon, mais Horus ne faisait jamais rien par hasard. L'accent prononcé du futur maître de guerre pourrait avoir été une manière délibérée de le faire paraître d'extraction aussi basse et aussi honnête que ses hommes. Si sa jeunesse reste inconnue, Horus fut néanmoins un jour reçu au palais impérial sur Terra, durant une grandiose cérémonie pour l'accueillir. Devant une foule nombreuse et son père assis dans un immense trône en or en forme d'aigle bicéphale, il jura de le servir ainsi que l'impérium de l'humanité. Étant très jeune au moment de sa découverte, le futur Horus resta pendant des années le seul fils de l'empereur qui, découvrant de nombreuses affinités entre eux, s'occupera de son éducation en y consacrant beaucoup de temps. Horus se vit offrir par l'empereur comme premier livre un manuel d'astrologie, après avoir remarqué sa fascination pour les étoiles. C'était un livre pour enfants. L'empereur voulait que le primarque apprenne et comprenne les étoiles. Horus écouta son père lui expliquer qu'un jour, 20 fils comme lui correspondraient aux 20 signes du ciel, chacun d'entre eux incarnant le caractère d'un amas zodiacal spécifique. Le maître de l'humanité informa Horus qu'il était le signe du zodiaque connu sous le nom de l'effrayant Sagittaire, car un jour, il devra diriger 16 armées, 16 instruments de guerre. Or, l'homme et le cheval réunis en un seul galopant vers les cieux ne se soumettaient à personne. À la tête des Luna Wolves, Horus accompagna l'empereur dans sa grande croisade, et ensemble, ils bâtirent le noyau de l'expansion de l'Imperium.
Horus se battra aux côtés de l'empereur en de nombreuses occasions, comme contre les habitants de la cité fortifiée de Railis qui refusaient de se soumettre à la volonté bienveillante de l'empereur. Leurs forces de défense empruntant secrètement des tunnels souterrains pour émerger juste derrière l'armée impériale assiégeante. Puis, alors que les autres primarques étaient peu à peu retrouvés, Horus s'était déterminé à faire en sorte que ce soit à son égard que son père ressentirait le plus de fierté. De nombreuses légions disposaient de leurs commandants attitrés, mais Horus se retrouva bien souvent à la tête des opérations, position qu'il appréciait particulièrement et dont il profita à plusieurs reprises pour démontrer qu'il était un général accompli, obtenant de nombreuses décorations des mains de l'empereur pour ses conquêtes. Il bénéficiait également de l'approbation et de l'admiration de toutes les légions Space Marines, y compris de leurs primarques. Horus était non seulement un guerrier et un stratège d'exception, mais qui faisait également preuve d'une grande intelligence. Il était également doué pour tirer le meilleur parti de ses frères primarques et de leurs légions respectives, exploitant à bon escient les talents particuliers de chaque légion. Si une attaque éclair s'imposait, il dépêchait les White Scars ou les Night Lords. Quand une campagne prolongée s'annonçait, il faisait confiance à la Death Guard ou aux Salamanders. En cas de minutage serré ou d'opération à couvert, il avait recours à l'Alpha Légion, et dans les situations plus simples où la détermination était de mise, il envoyait les autres légions. Horus dirigeait celle-ci comme un général aurait manœuvré les unités de son armée, faisant en sorte que chacune soit toujours à son avantage et permettre à l'ensemble de gagner. Il envoyait par exemple aux Blood Angels des rapports détaillés sur les plus brillantes victoires des World Eaters, et inversement, afin d'aviver leur rivalité et de les forcer à améliorer leur performance. De même, il est presque certain qu'Horus connaissait le différend qui opposait les Space Wolves et les Dark Angels, car il envoya souvent ces deux légions sur les mêmes conflits afin de les inciter à accomplir les plus hauts faits d'armes en cherchant à prouver leur supériorité. Sa propre légion avait l'honneur de faire office de garde personnelle au plus grand des primarques et partageait son credo d'être toujours la meilleure. Sous son commandement, les Luna Wolves se trouvèrent systématiquement à l'avant-garde de chaque campagne, repoussant toujours plus loin les limites de l'Imperium dans leur désir de conquérir plus de monde que toute autre légion. Quoi qu'il en soit, Horus s'imposa comme le primarque le plus charismatique, talentueux et adulé de la Grande Croisade à la tête de l'une des plus puissantes légions. Horus était aussi connu sous le nom de Lupercal, un ancien cri de guerre, un nom affectueux que lui donnaient les membres de sa légion. Pendant plus de 30 ans, Horus fut le seul primarque retrouvé. Ce statut particulier prit fin lorsque l'empereur retrouva sur un monde hostile Fenris, Leman-Russ, primarque des Space Wolves. Leman-Russ fut le second primarque retrouvé par l'empereur. Horus fut convoqué par le maître de l'humanité à bord de son vaisseau, où il vit de loin un barbare entouré d'une bande de sauvages mal élevés. Horus fut déçu de voir que le premier frère qu'il rencontrait était une brute mal dégrossie et ressentit un peu de jalousie en comprenant qu'il n'était plus le seul fils de l'empereur qui exprimait sa fierté en regardant Russ, un fils qui lui sera toujours loyal à ses yeux. Horus alla rejoindre Russ, et le premier échange fut finalement cordial. Russ lui demanda qui gagnerait en duel s'ils se battaient l'un contre l'autre. Horus affirma que ce serait lui. Au cours de la Grande Croisade, Horus tissa des liens particuliers avec certains de ses frères. À la demande de l'empereur, il fut le mentor du primarque des Emperor Children's, Fulgrim, ce dernier se retrouvant à la tête d'une légion ne comptant que 200 guerriers suite à un accident qui avait dévasté leur stock génétique, les empêchant avant le retour du Phénicien d'augmenter leurs effectifs. Pendant plus d'une décennie, les Emperor Children's et les Luna Wolves combattirent côte à côte et un puissant lien de fraternité et de confiance fut forgé entre Fulgrim et Horus. Lorsque les Emperor Children se sont finalement éloignés pour être indépendants, ils étaient devenus les frères de serment des Luna Wolves, un lien qu'Horus exploitera avec intelligence. Lorsque Sanguinius, primarque des Blood Angels, fut à son tour retrouvé,
Horus se chargea de l'initier au déroulement d'une guerre entre les étoiles et pour comprendre les fonctions du vaste impérium que l'empereur était en train de construire. Un lien de confiance apparut entre eux et ils devinrent très bons amis. Quant au primarque de la Death Guard, Mortarion, Horus fut l'un des rares à avoir été l'un de ses proches, reconnaissant son mérite étant donné qu'il combattait souvent à ses côtés. Lupercal fut pour le Seigneur de la Mort un mentor qui comprenait ses désirs et appréciait ses méthodes. Horus Lupercal fut aussi celui à faire le premier rapport concernant un monde qu'il découvrit aux côtés de l'empereur et baptisé Mundus Planus ou Chogoris, définissant cette planète comme riche en ressources et abritant un peuple humain guerrier et remarquablement stable. Ce monde était celui de Jagatai Khan, primarque des White Scars avec qui Horus entretiendra de bonnes relations. Finalement, Horus accompagna l'empereur sur le monde chevalier de Molech qui se soumit facilement à l'Imperium. En plus de Jagatai Khan, Lionel Johnson et Fulgrim qui étaient encore à l'époque sous sa tutelle, Lupercal passa quelques mois sur ce monde. Lorsqu'il repartit avec l'empereur et ses frères, presque 100 régiments de l'armée impériale, 3 cohortes du Titanicus et des détachements de 2 légions y sont restés en garnison. Durant les jours sombres de l'hérésie, Horus se rendra compte qu'il n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé sur ce monde, l'empereur ayant effacé sa mémoire ainsi que celle de ses frères. 60 ans avant l'hérésie, Horus participa à la mise en conformité d'un monde sauvage, balayé de vents arides, cuit sous le sinistre rouge de son soleil. Nommé à l'époque 63-8, le 8e monde ramené à l'obéissance par la 63e flotte expéditionnaire que dirigera Lupercal à la fin de la Grande Croisade, cette planète se nommait en réalité Davin. Des batailles violentes et des engagements courts et âpres contre les castes guerrières autochtones eurent lieu, mais écrasés par le nombre, désespérément surclassés, les combattants locaux s'étaient battus avec une grande résolution et n'avaient offert leur reddition qu'après avoir accompli tout ce que l'honneur exigeait. Les Luna Wolves avaient été impressionnés par leur courage et par leur volonté d'accepter ensuite le nouvel ordre. Horus déclara qu'ils avaient beaucoup à apprendre d'adversaires aussi braves, et si les hommes des tribus étaient séparés du génome humain par des millénaires d'isolement et partageaient peu de traits avec les colons venus s'installer après le passage des Astartes, le primarque avait permis à ces individus sauvages de survivre pour leur enthousiasme à embrasser la façon de vivre impériale. Horus l'ignorait encore, mais Davin allait signer sa déchéance. Horus apprit un jour par l'entremise du primarque Alpharius que la statue de l'un des primarques disparus, placée aux côtés de celle de ses frères dans la cession du palais baptisé l'Investiaire, avait été détruite sur ordre de l'empereur et de Malcador le Sigillite. Horus débarqua lors d'une séance du Conseil de Terra en compagnie d'Alpharius et de Jagatai Khan, faisant fuir les hauts seigneurs. Seul Malcador lui fit face, justifiant son choix. Horus exigea des explications sur la destruction de la statue de son frère anonyme, y voyant une insulte et une tentative honteuse de modifier l'histoire impériale. Il n'arrivait pas à se faire à l'idée que le souvenir de ce frère tombé au combat soit effacé à jamais. Horus nargua Malcador en tentant de prononcer le nom du primarque inconnu, mais il fut soudainement incapable de respirer lorsque le sigillite fit un geste obscur, oublié depuis longtemps par toute autre âme vivante sur Terra. Les membres d'Horus se figèrent dans son armure alors que Malcador tenait Lupercal en place avec la puissance de son esprit. Le Khan demanda à Malcador de relâcher Horus, argumentant que c'était le chagrin et la honte qui expliquaient le comportement d'Horus. Horus tomba à genoux, prononçant avec difficulté le nom de Malcador. Mais sa trachée se ferma avec un crépitement maladif et son œil droit était devenu rouge lorsqu'un vaisseau sanguin éclata. Horus étouffait alors qu'Alpharius s'alarma en suppliant Malcador d'arrêter au risque de tuer Lupercal. Finalement, Horus fut libéré de la poigne psychique de Malcador et plein de haine, il s'empara de son épée en activant le champ d'énergie de la lame et la sortit du fourreau.
Le Khan l'exhorta à se calmer, mais Horus regarda fixement Malcador et leva l'épée bien haute et la poussa vers la surface de la table autour de laquelle les hauts seigneurs de l'Imperium débattaient. La pointe s'enfonça dans le bois jusqu'au sol en dessous, et il la laissa en place en tremblant. Horus cracha un défi à Malcador, jurant de le détruire lui et les bureaucrates qui dirigeaient l'Imperium avant de s'en aller. Après cet incident, Horus fera des recherches poussées dans l'histoire de la Terre pour découvrir la véritable identité de Malcador, identité qu'il révélera au Grand Khan. Bram al-Kadour, le dernier des sigillites, responsable de terribles crimes dans les âges lointains de la Terre. Après 2 siècles de grandes croisades, l'apothéose fut atteinte dans les dernières années du 30e millénaire dans ce qui fut baptisé la croisade d'Ulanor. Cette vaste campagne était lancée contre ce qui était alors le plus grand empire orc et était centrée sur la planète Ulanor. L'empereur commanda en personne les armées de l'Imperium et Horus le secondait, dirigeant ses Lunawolf pour mener le fer de lance secondé par des Ultramarines et des White Scars. L'empire d'Ulanor était dirigé par le seigneur de guerre orc Urlak-Urg, qui avait réduit des dizaines de planètes humaines conquises et réduit leur peuple en esclavage. Connaissant bien le goût des orques pour la guerre, Horus choisit de leurrer les peaux vertes et de les détourner de son objectif véritable. Il ordonna aux Ultramarines et aux White Scars de reconquérir les mondes extérieurs avec le soutien de régiments de l'armée impériale. Et lorsque l'armada orque se mit en mouvement pour faire face à l'assaut, la flotte de Lupercal plongea au cœur de l'Empire afin d'attaquer le palais-forteresse d'Urlak lors d'un rapide et violent assaut planétaire, tandis que l'empereur commandait le reste des armées sur les plaines d'Ulanor Majoris. Horus se téléporta avec la totalité des Terminators de la première compagnie menée par Abaddon, directement dans la grande tour centrale. Lupercal laissa la majeure partie de ses Terminators pour retenir les orques et poursuivit avec seulement 10 Space Marines jusqu'au sommet de la tour où il trouva Urlak, entouré de 40 des plus gros orques de son empire. Horus affronta les Nobs et les mit en pièces avec le soutien de ses Terminators. Enfin, il affronta Urlak, qu'il blessa à mort avant de le soulever au-dessus de sa tête pour le lancer du haut de la tour. La mort du seigneur de guerre sema la panique et la journée se termina par le massacre des derniers peaux vertes de la forteresse. Horus constata que tous les orques et ses Terminators avaient succombé, à l'exception d'Abaddon. Après la victoire d'Ulanor, un immense triomphe fut organisé pour célébrer la chute des peaux vertes. La planète étant transformée par les forces industrielles du Mechanicum qui aplanirent le plus grand continent afin d'en faire une estrade qui fut digne du maître de l'humanité. Les montagnes furent réduites en gravats, remplacées par un boulevard géant, un vaste champ de parade aussi large que l'empreinte au sol de certaines villes. La montagne qui avait autrefois servi de repère à Urlak avait été rasée et le revêtement d'acier de son pied aplati servit de tribune à l'empereur et à ses fils. Un pavillon ornemental de marbre noir et de granit, bâti pièce par pièce sur terrain et transporté à travers l'espace par convoi spécial, vit le jour à cet emplacement. À la veille du triomphe, l'empereur annonça à Horus qu'il serait élevé à une nouvelle dignité militaire qui ferait de lui le chef suprême des armées de l'Imperium. Le dernier soir avant la parade, Horus retrouva Malcador le sigillite à l'estrade impériale, exprimant au bras droit de son père son hésitation face à cette promotion, s'inquiétant sur le risque de dissension que cela risquait de créer au sein de la fratrie des Primarques, tout en affirmant que si un autre avait été nommé, il se serait demandé pourquoi il n'aurait pas été choisi, avant d'en rire, puis qu'il aurait accepté et fait son possible pour alléger l'élu de son fardeau. Malcador lui conseilla alors de s'appuyer sur ses frères à l'avenir avant de le laisser seul, accoudé à contempler la plaine du triomphe. Le lendemain, 9 primarques furent réunis pour regarder l'immense parade militaire aux côtés de l'empereur, avec des millions de soldats de l'armée impériale, des légions Space Marines et des titans de bataille qui défilaient.
Horus admira le triomphe du Lanor jusqu'à ce que l'empereur s'avance et annonce son retrait des combats, proclamant que l'heure était venue pour lui de confier à un autre le commandement de la Grande Croisade. Il ôta de sa tête ses lauriers d'or et les posa sur la tête d'Horus qui fut chargé du commandement suprême de toutes les armées de l'Imperium. L'empereur lui offrira une arme forgée de sa main, la briseuse de mondes, une immense massue de métal sombre avec une tête garnie de pointes aussi grosses que le torse d'un guerrier en armure et que Lupercal sera capable de manier d'une seule main. Certains primarques exprimèrent leur soutien à Horus, comme Sanguinius, Fulgrim, Lorgar ou Dorn, qui lui serrèrent la main. Mais d'autres, comme Angron, exprimèrent leur rage devant l'ascension d'Horus, alors que Perturabo et Course ne dissimulèrent pas leur jalousie en apprenant la nouvelle. Horus ressentit ces divisions et les regards jaloux de ses frères dans son dos, et il exprima sa colère devant cette situation à son frère Sanguinius qui lui rendit visite sous sa tente après son ascension. Mais le grand ange lui remonta le moral, lui rappelant que beaucoup d'autres primarques le soutenaient et qu'il était le plus digne pour incarner ce nouveau titre. Horus remercia sincèrement son frère pour ses paroles, lui confiant que certains pensaient que cela aurait dû être lui le maître de guerre. Alors que Sanguinius s'apprêtait à partir, Horus l'interrogea sur ses dons et ses perceptions du futur, son frère aîné esquivant ses questions en affirmant que cela n'était rien de plus que des intuitions. Horus se rendra finalement sur le vaisseau amiral de Jakatai Khan, le Swordstorm. Le faucon lui assura qu'il viendrait l'épauler si jamais il l'appelait. Horus confia au Khan le soin de se rendre dans un système lointain, le système de Shondax, afin d'éliminer les derniers survivants peau verte suite à la chute de leur empire. Plus d'un an après le triomphe du Lanor, Horus, comme l'ensemble des flottes expéditionnaires de l'Imperium, reçut l'arrivée des premiers commémorateurs, des artistes et intellectuels ayant pour mission de consigner tous les hauts faits de la Grande Croisade, dans ses moindres détails. Le Conseil de Terra, l'organe décisionnaire alors naissant, approuva cette création et Horus s'y plia. La formation du Conseil de Terra avait été néanmoins une nouvelle déplaisante, car depuis le commencement de la Grande Croisade, c'était le Conseil de guerre, essentiellement formé de l'empereur et de ses primarques, qui avait été l'épicentre de toute l'autorité. À présent, ce nouveau conseil le supplantait en lui reprenant les rênes de l'Imperium. Un conseil composé de civils plutôt que de guerriers. Le conseil de guerre, laissé sous la direction d'Horus, était relégué dans les faits à un rôle d'organe satellite, dont les responsabilités étaient de se focaliser sur la campagne et la campagne seule. Le Conseil de Terra était dirigé par Malcador le Sigillite et devint une barrière entre l'empereur et ses fils primarques, favorisant la propagation de l'amertume parmi leurs rangs. L'honneur d'être maître de guerre n'empêchera pas l'amertume de se développer également dans le cœur d'Horus, car il avait l'impression que l'empereur l'oubliait. Cela se renforça dans le fait que les morts des Space Marines placés sous ses ordres apparaissaient comme négligeables et de moins en moins pertinents pour l'empereur devenu silencieux. Pire, Horus constatait que son autorité n'était pas aussi incontestée et respectée que l'avait été celle de l'empereur et que plusieurs primarques lui reprochaient son rang, remettant en question ses décisions ou parvenant à interpréter discrètement ses ordres plus à leur guise. Il n'arrivait pas à réprimer la dissidence entre ses frères aussi facilement que l'aurait fait l'empereur, ce qui aggrava sa colère. Il en vint donc à manifester sa faveur qu'à ceux qui l'estimaient le tenir en haute estime, ou du moins qui lui obéissaient sans poser de questions, tout en reprochant à l'empereur ses difficultés croissantes de commandement et de conquête pour un effort militaire de plus en plus étalé et de plus en plus étendu. Peu à peu, Horus et ses partisans s'éloigneront de plus en plus de l'empereur et de l'impérium qu'ils servaient, ne trouvant qu'un froid réconfort à la conquête de la galaxie afin d'acquérir toujours plus de gloire à leur légion. Après 6 mois de campagne en orbite d'une planète nommée Meurtre, une flotte d'origine humaine apparut près de la planète.
Ces humains faisaient partie d'une civilisation dénommée l'Interrex et qui avait piégé les xéno-arachnides que combattait Horus sur Meurtre. Horus mit alors fin à la campagne sur Meurtre, intrigué par l'arrivée de cette civilisation humaine très avancée. Des envoyés de l'Interrex furent accueillis à bord du Vengeful Spirit. Ces émissaires étaient accompagnés de guerriers couverts des pieds à la tête d'une armure métallique argent et vert émeraude qui moulait étroitement leur corps et qui n'était en rien aussi massive que celle de l'Astartes. En plus de 5 créatures robotiques, des quadrupèdes d'argent de conception élégante, assemblés pour imiter les meilleurs pur sang de Terra, à l'exception notable qu'ils ne possédaient ni tête ni cou. Horus accueillit la délégation entourée du Mournival, de Malogurst et des représentants supérieurs de la flotte. Dès qu'Horus leur souhaita la bienvenue, les joueurs de Méturge firent doucement chanter leurs instruments, présentés comme un protocole de traduction, l'aria, bien que le primarque et l'émissaire, Diatsen, se comprenaient. L'Interrex était ravi de découvrir des cousins perdus de Terra, le monde d'origine de l'humanité, bien que le titre de maître de guerre semblait les inquiéter. Tous, Astartes comme soldats de l'Interrex, enlevèrent leurs casques, à part les silhouettes trapues des fantassins lourds en brun et or de l'Interrex. Quand ils ôtèrent finalement leurs casques, leur visage n'avait rien d'humain. C'étaient des Xénos, des Kinbrak, une espèce avancée, mature, capable du voyage interstellaire depuis plus de 15 000 ans. Les Kinbrak avaient déjà fondé une civilisation forte, implantée sur plusieurs mondes bien avant que Terra ne fût entrée dans la première ère de la technologie. Une époque où l'humanité explorait à peine l'extérieur de son système solaire à bord des transports subliminaires. Après une guerre avec l'Interrex, ils furent intégrés dans leur culture, coexistant avec succès depuis 3000 ans. La présence Xénos choqua de nombreux Astartes, mais Horus resta diplomate, allant jusqu'à s'excuser d'avoir violé les réserves des arachnides. Un voyage de 9 semaines depuis Meurtre jusqu'à l'avant-poste de l'Interrex le plus proche eut lieu, et durant le trajet, la tension monta au sein des impériaux. Malgré les appels à la guerre contre l'Interrex, Horus les toléra assez bien, admirant leurs guerriers qui étaient gracieux et nobles, et une fois le malentendu résolu, avait réagi sans la moindre hostilité. Horus entra en conflit avec Abaddon qui voulait le rallier aux arguments pro-guerre, le primarque remettant violemment le premier capitaine à sa place. Horus souhaitait en réalité faire preuve de diplomatie pour rallier pacifiquement l'Interrex à l'Imperium, car son échec sur 63-19 l'avait marqué. Il considérait que l'empereur aurait rallié sans un coup de feu ce monde, et il se voulait digne de son statut de maître de guerre en imitant son père. Alors qu'il révélait son projet à Loken et Torgadon, Sanguinius apparut, ayant écouté, caché à la vue de tous les paroles d'Horus. Le grand ange réservant son avis, attendant la décision du maître de guerre et comprenant qu'il aurait besoin de son soutien sans équivoque. Événement passé presque inaperçu, mais capital, fut l'arrivée d'un certain Wordbearer durant la campagne contre Meurtre. Le premier chapelain de la 17e Légion qui très vite devint un proche et utile conseiller d'Horus. Il s'agissait de nul autre qu'Erebus. Finalement arrivé à l'avant-poste de l'Interrex sur le monde de Xénobia, une parade fut organisée pour accueillir les impériaux avec comme point culminant leur présentation à l'officier royal supérieur de Xénobia. La destination de la parade était appelée la Galerie des Objets, un édifice ancien auquel l'Interrex prêtait apparemment une importance militaire et qui comprenait de nombreuses chambres hautes de plus de 3 étages, exposant des collections d'armes, dont les armes des Kinbrak, de longues dagues et des épées aux lignes exotiques baptisées Anatam. Puis 2 semaines de diplomatie et de dialogue commencèrent, mais qui ne menèrent à rien. L'Interrex semblant réticent à établir une alliance avec l'Imperium. Entre-temps, Sanguinius partit avec sa légion, laissant Horus gérer les débats afin de mener, espérait-il, à une annexation pacifique. La vérité était que l'Interrex connaissait l'existence du chaos et pensait qu'Horus, à cause de son titre belliqueux, était corrompu ou était un serviteur des puissances de la ruine. Certains comprirent trop tard que ce n'était pas le cas, mais à ce moment, le conservateur de la Galerie des Objets avait été assassiné et un anathème volé,
ce qui déclencha les hostilités. Horus et ses guerriers furent attaqués dans la salle de réception principale et fut entraîné par ses légionnaires vers la sortie. Le maître de guerre était désespéré, voyant son espoir de paix et de diplomatie s'envoler sur un malentendu. Il apprit de Loken que ce dernier avait parlé à un soldat de l'Interrex qui les accusait d'être des agents du chaos, ce qui faisait référence à l'incident du pic des murmures sur 6319, et d'être les voleurs des galeries des objets. Acculé, Horus s'empara d'un bolter et d'une épée d'un Lunawolf mort, et avec les derniers de ses guerriers se traça une voie sanglante vers la sortie afin de rallier la flotte qui envoyait en urgence des transporteurs. Une fois en sécurité, Horus fit envoyer à l'Interrex un ultime communiqué, mais ne s'attendait à aucune réponse et n'en reçut aucune. Il exprima néanmoins sans équivoque ses profonds regrets quant à la tournure des événements, et nia une fois de plus que l'Imperium pût avoir commis le moindre des crimes dont il était accusé. Quand les vaisseaux de l'expédition furent de retour dans l'espace impérial quelques semaines plus tard, le maître de guerre fit proclamer un décret. Au Mournival, il avait dit avoir reconsidéré l'importance de définir son rôle en soulignant la relation entre lui et la 16e Légion. En conséquence de quoi, les Lunawolves seraient désormais connus comme les Sons of Horus. Puis il se prépara à mettre le cap pour rejoindre la 203e flotte expéditionnaire à Sardis avant une campagne d'inféodation dans l'amas de Kayades. Mais avant, à la demande d'Erebus, qui était parti de sa flotte entre-temps, Horus fera un bref détour en chemin pour arbitrer un litige mineur sur une petite lune dans le système de Davin. Suite aux événements de l'Interrex, Horus n'avait plus connu de paix depuis le terrible bain de sang devant la galerie des objets de Xenobia, et l'opportunité manquée d'une unification avec l'Interrex ne cessait de le hanter. Depuis ses déboires, le maître de guerre s'était muré dans une mélancolie renfrognée et demeurait de plus en plus souvent reclus dans son sanctum, où Erebus le conseillait avant qu'il ne parte vers Davin. Les requêtes d'aide ou d'assistance lui arrivaient à répétition de toute la galaxie, émises par ses frères primarques, par des commandants de l'armée impériale et par tout le contingent d'administrateurs civils qui s'étaient engouffrés dans le sillage de leur conquête, ce qui le fatigua. Malgré tout, il fit route vers Davin pour venir en aide à Erebus qui le lui demanda. Il reçut plus tard la visite de Malogurst qui lui parla d'une nouvelle arrivée, une femme noble de Terra issue de l'illustre maison Carpinus, Petronella Vivar, qui demandait audience pour essayer de devenir sa commémoratrice personnelle. Une fois arrivé à destination avec sa nouvelle armure vert océan rehaussé, nouvelle couleur des Sons of Horus, et une couronne de laurier reposant sur sa tête, Horus atterrit sur Davin avec ses hommes, soupirant en voyant ce monde qu'il ne pensait plus revoir après sa conquête 60 années auparavant. Horus fut accueilli par Erebus et un contingent de Worldbearers. Lors du conseil réunissant les officiers de sa légion et les Worldbearers, Horus apprit, sonné par Erebus, que le gouverneur planétaire de Davin, Eugan Temba, un ami qu'il avait laissé sur ce monde après sa mise en conformité, était devenu un renégat, et que c'était la raison de l'appel d'Erebus. Suite à une expédition que Temba avait menée contre les tribus indigènes de la lune de Davin qui restaient insoumises, il aurait été victime d'une sorcellerie employée par ces tribus pour le retourner contre l'Imperium. Temba servait désormais le souverain de la lune de Davin et avait renié ses vœux de loyauté envers l'empereur, qualifiant Horus de laquais d'un dieu déchu. Furibond, le maître de guerre hurla qu'il allait lui arracher la tête et que son corps nourrirait les corbeaux. Il prépara un fer de lance qu'il allait personnellement commander. Le conseil de guerre fut dissous, toutes les autres affaires et préoccupations qui devaient y être abordées reléguées au second plan par ce développement inattendu, et une vigueur frénétique s'empara de la 63e flotte expéditionnaire à mesure que les officiers retrouvaient leurs unités et que la nouvelle de la trahison de Temba se répandait.
Horus prépara une vaste force comptant 5 compagnies d'Astartés, un détachement de l'armée impériale baptisé les janissaires byzantins de Varvaras, et un groupe de combat de la Legio Mortis, avec notamment le titan impérator Dies Irae pour combattre Temba sur la lune de Davin. Il demanda à Vivar de l'accompagner sur la baie de lancement du Vengeful Spirit, en profitant pour lui parler de la croisade d'Ulanor et le fait qu'il avait toujours mené ses hommes personnellement au combat, refusant de les commander au loin, de les mener par l'exemple. Il la présenta avec humour aux membres du Mournival à qui il demanda peu après d'être les témoins de son serment de l'instant, où il promit d'exercer sa juste vengeance. L'assaut général fut ensuite ordonné et Horus débarqua sur Davin, sur un terrain humide et marécageux, entouré de forêts aux arbres putréfiés et à l'odeur répugnante. Horus et ses Astartés captèrent une transmission radio répétitive rendant gloire à un dénommé Norglet, ce qui aux yeux du primarque n'était que de la propagande ennemie. Il mena son fer de lance dans le brouillard, mais très vite, lui et ses Space Marines découvrirent les cadavres décomposés des hommes issus des troupes laissées à Temba pour gouverner le système. Puis, soudainement, les cadavres aux chairs distendues et boursouflées se réanimèrent, certains surgissant des eaux du marécage pour se jeter sur les Sons of Horus. Puis, les morts disparurent dans la brume. Horus retrouva Petronella Vivar sur Davin qui devait son salut au talent de combattant de son garde du corps, Magarde, un esclave garde du corps de la maison Carpinus. Horus loua Magarde tout en admirant sa lame kirlienne, forgée sur l'ancienne Terra dont on disait être capable de trancher le lien entre l'âme et le corps, ce qui fut très utile contre les cadavres animés qui les avaient attaqués. Horus fut ensuite guidé vers l'épave du vaisseau amiral de Temba, le Glory of Terra, qui gisait en ruine depuis 60 ans sur la Lune et présenté comme la source des mystérieuses transmissions glorifiant ce certain Norglet. Horus décida de pénétrer à l'intérieur de l'épave du vaisseau afin de découvrir la raison d'être de ce signal. Mais peu de temps après être entré avec une escouade d'Astartés, des portions enterrées du Glory of Terra se libérèrent de la succion des marais. Ses sections supérieures chavirèrent et le vaisseau entier se mit à pencher. La proue colossale s'abattit vers le sol, la superstructure se désagrégeant sous son propre poids, s'écrasant avec la force d'un météore. Pire, les Astartés restés hors de l'épave subirent l'assaut soudain des cadavres animés. Horus était seul et isolé. Quand il reprit connaissance après cet incident, Horus constata qu'il était tout seul, partiellement enfoui sous les débris du Glory of Terra et même blessé à un poumon. Il avança dans le dédale d'acier qui puait la putréfaction et constata que les parois y étaient couvertes d'une sorte de poix bactérienne écœurante qui rongeait l'acier comme un mucus corrosif et que des branches d'organismes parasites dégoulinantes étaient des suppurations brunâtres d'espèces de pustules pendues au mur. Puis il fut attaqué par d'étranges et repoussantes créatures faméliques à la chair contaminée, au ventre gonflé, leurs têtes cornues et cyclopéennes couronnées de nuages de mouches. Horus les terrassa sans difficulté avec la lame dorée que Ferrus Manus lui avait forgée en cadeau pour son investiture comme maître de guerre, une lame demeurée parfaite jusqu'à ce jour. Lupercal se retrouva ensuite sur le pont principal du vaisseau pour trouver des faisceaux de câblage de plusieurs mètres d'épaisseur et qui étaient la source du mystérieux signal sonore. Horus constata qu'un être était présent, un corps gonflé, à peine plus qu'une masse remuante et corpulente, avec des bouts de tissu gris collés à sa chair maladive et d'où s'échappait une terrible odeur rancie. Eugan Temba. Le traître tenait dans ses mains une étrange épée qui n'était autre que l'Anathame Kérébus, le véritable responsable de la tragédie avec l'Interrex, avait volé dans les galeries des objets.
le Primarque vit furieux le corps d'un de ses Space Marines du nom de Verulam Moy affalé devant Temba, le cou manifestement brisé, ses yeux sans vie fixés sur les dépouilles décomposées accrochées aux bannières. Temba le salua, mais Horus ne put croire que cette horreur était l'ancien gouverneur. Le traître accusa Horus de l'avoir abandonné dans ce système isolé, mais qu'à présent, il était investi de la puissance de Nurglet. Horus se vit proposer par Temba de se voir révéler tous les mystères du Warp, d'admirer la gloire de Nurglet, de rejeter l'empereur qu'il avait abandonné et d'embrasser la cause du chaos. Horus, ne pensant qu'à châtier le traître, lui planta son épée dans son corps obèse avant de l'arracher dans une gerbe de sang noir et d'un pu presque plus malodorant qu'il ne pouvait le supporter. Temba ne sentit rien et attaqua le maître de guerre avec sa funeste lame, arrivant presque à la lui planter au cou et à le décapiter. Horus fut forcé de combattre comme jamais il n'avait été obligé de le faire auparavant, abasourdi par la dextérité, l'endurance et la souplesse surnaturelle de la créature bouffie et maladive qu'il affrontait. Horus réussit finalement à vaincre son adversaire, mais au moment où sa lame porta le coup décisif dans son cœur et ses poumons, Temba lui enfonça l'anatame dans le muscle deltoïde, là où son épaulière lui avait été arrachée précédemment lors du combat. Horus hurla sa douleur, le contact de l'arme miroitante lui brûlant le bras. Il réagit avec toute la rapidité que l'empereur avait insufflée en lui et son épée d'or frappa à nouveau, sectionnant le bras de Temba juste au-dessus du coude. L'arme qui le faisait souffrir tomba sur le pont où elle se débattit dans la poigne de la main tranchée. Eugan Temba s'effondra, le pouvoir qui l'animait se dissipant. Agonisant, il sembla retrouver ses esprits, implorant Horus de lui pardonner, lui parlant d'un futur abominable où l'empereur n'était qu'un cadavre sur un trône et où l'impérium était dirigé par la superstition. Horus lui pardonna, n'y voyant qu'une sorcellerie du Warp venant des indigènes. Puis Temba expira. Lupercal trancha ensuite les câbles de la transmission radio, mais son épaule le faisait souffrir le martyre. Il lâcha son épée, une main serrée sur son épaule meurtrie, et alla s'asseoir sur le pont près de la dépouille de Temba pour pleurer la mort de son ami perdu. Il fut retrouvé en larmes par ses guerriers, se reprochant d'être la cause de la déchéance du gouverneur pour l'avoir abandonné sur Davin. Les Sons of Horus, guidés par le Mournival, ramenèrent Horus à l'extérieur. De retour à l'extérieur, Horus fut amené vers une navette accompagnée de Petronella Vivar, qu'il voulait à ses côtés, répondant à ses questions sur son duel contre Temba, mais soudainement, la voix du maître de guerre devint faible, et avec la lenteur d'une avalanche ou de l'affaissement d'une montagne, le maître de guerre s'effondra. Finalement, par une machination d'Erebus, Horus fut miraculeusement sauvé par les dieux du chaos et émergea du Delphos sur Davin sous les vivas des Sons of Horus. Puis il ordonna à sa flotte de se diriger dans un secteur de la galaxie inconnue, sans d'autres explications, arrivant dans un système où 2 planètes et une lune étaient habitées par une civilisation humaine développée portant le nom de technocratie aurétienne. Les habitants de cette civilisation furent heureux d'accueillir Horus, y voyant la chance de retrouver la Terra de leurs ancêtres. Horus ordonna une attente de 3 jours car il avait envoyé un message à Angron, primarque des World Eaters, lui ordonnant de venir le rejoindre. Une fois l'Ange Rouge arrivé, le maître de guerre accueillit sur son vaisseau amiral l'ambassadeur de ce monde, le fabricateur consul ressemblant furieusement à un technoprêtre de Mars. Le fabricateur consul était accompagné de guerriers d'élite connus sous le nom de la Fraternité, vêtus d'armures et maniant des armes très similaires à ceux des Space Marines, mais sans les améliorations génétiques. Après avoir calmé les ardeurs de Régulus, le représentant du Mechanicum de sa flotte,
Horus demanda à l'ambassadeur comment son peuple avait pu développer une technologie de pointe qui ressemblait à celle de l'Imperium. Et le fabricateur répondit que sa civilisation possédait des machines SCS. À peine eut-il prononcé ces mots, qu'Horus l'abattit de son pistolet bolter, l'accusant d'avoir tenté de le tuer avant d'ordonner le massacre des guerriers de la fraternité. Le maître de guerre déclencha alors l'invasion de la technocratie aurétienne afin de s'emparer de la technologie SCS. Invasion qui dura 10 mois jusqu'à se retrouver face à une puissante et très avancée fortification, la citadelle de fer. Finalement, les Sons of Horus et les World Eaters menèrent de violents affrontements qui s'achevèrent par la prise de la citadelle de fer, permettant à Horus de s'emparer des précieux SCS. Le maître de guerre alla ensuite dans les appartements de Petronella Vivar, qui lui présenta les débuts de son ouvrage basé sur ses pensées les plus intimes qu'il lui avait révélées durant son agonie avant d'entrer dans le Delphos. Mais ne pouvant laisser un tel témoignage se propager, Horus la tua en lui brisant la nuque. Horus prépara minutieusement sa rébellion contre l'empereur, mettant en place une vaste toile de tromperie et de trahison. Son titre de maître de guerre lui fut essentiel et très utile, lui offrant la possibilité de déplacer les forces militaires impériales dans une configuration de son choix. Il pouvait compter sur le soutien de Lorgar, converti au dieu sombre 40 ans plus tôt, Fulgrim corrompu par un démon, Mortarion qui rêvait de prendre sa revanche contre l'empereur depuis que ce dernier l'avait privé de sa victoire contre son père adoptif, Angrone qui voulait venger ses frères et sœurs gladiateurs dont l'empereur avait autorisé la mort. De même, Horus parvint à rallier le primarque des Iron Warriors, Perturabo, qui après avoir commis un génocide contre son propre peuple, se sentit obligé de rejoindre Lupercal pour éviter le châtiment de l'Imperium. Conrad Kurz rallia Horus, car il était déjà un quasi-renégat après la destruction totale de son monde, Nostramo, et ses actions criminelles et ignobles que lui et sa légion des Night Lords avaient commises. Enfin, Horus reçut le soutien mystérieux d'Alpharius, bien que les raisons de ce ralliement restaient sans explication. En parallèle, Horus Lupercal identifia certains de ses frères comme des menaces majeures pour son plan, notamment les 3 primarques, Rebouté Gilliman, Sanguinius et Lionel Johnson. Il ordonna au seigneur d'Ultramar de rassembler sa légion sur le monde de Kals et d'y attendre la légion des Wordbearers pour soi-disant attaquer le menaçant empire orc de Gashlak dans les domaines orientaux de l'Imperium. Sanguinius, qu'Horus craignait plus que tout autre de ses frères, était occupé à aider l'Alpha Légion à garder la ceinture d'astéroïdes de Kaivas contre des orques qui avaient fui les ruines du Lanor. Quant à Lionel Johnson, il fut envoyé en dehors des frontières de l'Imperium à combattre dans les lointains mondes boucliers, une enclave de l'humanité située dans le vide intersidéral entre les galaxies et liée d'une certaine manière à une race xénos inconnue. Le dernier à être égaré par le maître de guerre et ses stratégies subtiles fut Jakatai Khan et ses White Scars, toujours à combattre les peaux vertes dans le système de Shondax, et qu'Horus fit isoler par l'Alpha Légion, empêchant le Grand Khan d'apprendre les premiers conflits de la guerre civile. Horus voulait garder le Khan et sa légion intacts, espérant le rallier à sa cause plus tard. Rogaldorn était en route avec les Imperial Fist Vertera, tandis que Ferrus Manus devait, dans ses projets, le rejoindre. Cependant, la Gorgone demeura fidèle envers l'empereur. Quant à Vulcan et Corvus Corax, pour Horus, leur heure viendrait bien assez tôt. Le maître de guerre organisa le stockage minutieux des munitions et des ressources, le traitement préférentiel accordé aux unités et aux commandants qui lui étaient fidèles, ainsi qu'à l'établissement de pactes commerciaux, de patronages et de traités, qui lui permirent ainsi qu'aux unités dans lesquelles il plaçait sa plus grande confiance, d'opérer sans la surveillance des serviteurs les plus proches de l'empereur. Il planta de nombreuses graines qui ne susciteraient aucun soupçon ni ne porteraient leurs fruits toxiques que bien plus tard.
Il déplaça aussi des unités de l'armée impériale, de maisons de chevaliers qu'il savait fidèles envers l'empereur, les envoyant dans des affectations suicidaires ou extrêmement lointaines. Mais l'un de ses coups les plus perfides fut d'avoir déclenché indirectement le sac de Prospero. Lorsque Magnus échoua à convaincre Horus à ne pas trahir l'empereur lors de sa rencontre dans le Warp, il décida de prévenir l'empereur. Sur son monde Prospero, le roi pourpre mena un rituel pour envoyer son esprit retrouver l'empereur sur Terra. Il commit ainsi une catastrophe car il força les protections psychiques que l'empereur avait mis en place dans le palais impérial pour protéger son grand projet. L'empereur identifia Magnus comme le responsable, refusant de l'écouter sur la trahison d'Horus. Pire, l'empereur fut obligé de rester assis sur le trône car Magnus avait déclenché une invasion démoniaque en brisant les protections, les démons en profitant pour se déverser depuis la toile droit vers les cryptes du palais. Ordre fut donné par l'empereur de ramener Magnus sur Terra pour répondre de ses crimes, et le bourreau ne serait nul autre que Leman Russ. Ce dernier rassembla une grande partie de sa légion et mit le cap vers le système de Beta Garmon où l'y attendaient les custodiens et les Sœurs du Silence commandés par Constantin Valdor. À Beta Garmon, Russ reçut la visite d'un contingent de Sons of Horus commandé par Boros Kurn et envoyé par Horus avec pour ordre d'accompagner le roi loup pour châtier Magnus. Boros Kurn portait des communications personnelles d'Horus à Leman Russ. Horus y évoquait l'usage de sorts et d'invocations démoniaques entrepris par Magnus, encourageant Russ à le détruire malgré les ordres initiales qui étaient de le ramener sur Terra. Horus voulait se débarrasser de Magnus qu'il identifia comme une grave menace à ses projets. Le roi loup partira alors vers Prospero qu'il ravagera, détruisant les Thousand Suns, bannissant Magnus dans le Warp et affaiblissant sa propre légion alors que la guerre civile démarrait. Ayant acquis des SCS, schémas de construction standardisés, suite à la destruction de la technocratie aurétienne, Horus envoya Régulus, son représentant auprès du Mechanicum sur Mars elle-même, le siège du pouvoir des technoprêtres. Lupercal savait qu'il devait obtenir le soutien du Mechanicum s'il voulait s'emparer de l'Imperium, car le savoir technologique des technoprêtres et leur puissant monde forge alimentaient l'Imperium en armes, armures et véhicules. Là, Régulus rencontra le fabricateur général Kelbor Hall, le chef suprême de l'omnipotente organisation. Régulus négocia une alliance entre le Mechanicum et le maître de guerre, profitant du ressentiment de Kelbor Hall et de nombreux technoprêtres devant les interdictions de l'empereur sur l'étude de certaines technologies, et notamment les cryptes de Moravec, et la vassalisation de fait de la planète rouge. Horus promit la levée de l'interdiction de l'empereur sur les technologies secrètes de Moravec et une plus grande autonomie politique, le tout avec comme cadeau les SCS de la technocratie aurétienne. Mieux, Horus offrit au fabricateur général les codes d'accès lui permettant d'ouvrir les cryptes que l'empereur avait scellées en personne 2 siècles plus tôt lors de son arrivée sur Mars et se trouvant dans les labyrinthes d'Olympus Mons, la plus grande et plus puissante forge de Mars. En réalité, ces cryptes contenaient d'innombrables artefacts technologiques et un savoir maléfique que Moravec, un ancien techno-sorcier de Terra exilé sur Mars il y a des siècles, avait créé grâce à des pactes impies passés avec les dieux du chaos et qui donna naissance aux machines démons. Le fabricateur général accepta de s'allier avec Horus, s'engageant à aider les traîtres avec toute la technologie à sa disposition. Pour cimenter l'alliance entre Horus et le Mechanicum, Horus reçut une magnifique armure Terminator modèle cataphractie couleur d'obsidienne avec un œil rouge sur son plastron, son abdomen et ses épaulières. Il reçut aussi pour l'une de ses mains un monstrueux gantelet muni de lames acérées à la place des doigts, baptisé la griffe d'Horus. Très vite et à une vitesse catastrophique,
Les connaissances des cryptes de Moravec ont corrompu une partie non négligeable des membres du Mechanicum, et Kelbor Hall et ses alliés mirent sur pied des troupes de serviteurs et de machines corrompues avant de lancer une attaque surprise et dévastatrice contre les forges martiennes désignées comme loyalistes, déclenchant une guerre civile cataclysmique où les armées du Mechanicum chevaliers et légiaux titaniques compris s'entretuèrent. Mars tomba finalement entre les mains de ce nouveau Mechanicum noir avant de subir un blocus par les forces de Rogaldorn, situation qui demeurera jusqu'à la bataille de Terra. Horus profitera du soutien de nombreux mondes-forges dans l'Imperium qui suivront Kelbor Hall dans la rébellion, renforçant ainsi ses armées. Horus mit en place ses pions grâce notamment à son astropathe attitré, maîtresse Ing Mei Sing, qui avait envoyé sous ses ordres des centaines de communications télépathiques transgalaxies, notamment à ses frères primarques. Il lui demanda notamment de lui parler d'une femme devenue une figure religieuse vénérant l'empereur comme un dieu et considérée comme une sainte au sein de sa flotte, une femme pour qui il avait un grand intérêt et répondant au nom d'Euphrati Killer. Plus tard, alors qu'il préparait le premier acte de sa trahison, le maître de guerre scella définitivement son alliance avec les dieux sombres. Une cérémonie dans le temple de la loge de sa légion à bord du Vengeful Spirit fut organisée en présence de Régulus et d'Erebus. Le premier chapelain mena un rituel d'invocation qui nécessita le sacrifice de l'astropathe Ing Mei Sing, qu'Horus tua malgré les résistances de la pauvre femme, lui enfonçant les griffes de son gantelet dans la poitrine, les pointes transperçant le cœur et les poumons de la Psyker. Une puissante entité du Warp dénommée Sarkel, le Seigneur des Ombres, apparut et elle demanda à Horus de promettre de détruire l'empereur ainsi que son grand projet qui menaçait les domaines des dieux du Warp. En échange, le maître de guerre obtiendrait le trône de l'Imperium et recevrait l'aide des dieux. Horus accepta le pacte et les dieux furent officiellement ses alliés. Enfin, dans son sanctum, le maître de guerre accueillit Aximandre, Abaddon, Malogurst, Régulus, Erebus, le princeps Tornet de la Légion Mortis et divers officiers supérieurs de l'armée impériale triés sur le volet. Là, il annonça qu'il allait renverser l'empereur et prendre sa place sur le trône de Terra en tant que maître de l'humanité. Il annonça qu'il était dans son bon droit car l'empereur tentait de se hisser au statut de dieu en les abandonnant parmi les ruines qu'avait engendré son ambition. Il expliqua avoir envoyé des chapelains développer les loges dans certaines légions, tandis que certains primarques étaient déjà avec lui et que le piège était tendu dans un système du nom d'Isvan. L'un des objectifs majeurs d'Horus durant son hérésie après les massacres d'Isvan III et V fut de rallier la planète Molech. Là-bas, il déclencha une guerre qui ravagea le sol de la planète dans l'unique but de traverser un portail profondément caché au sein de la planète. On ignore ce qui s'y est passé au-delà, mais Horus aurait livré des guerres, vaincu des monstres et défié les dieux. Il aurait employé le pouvoir de ces mêmes dieux à la tête de vastes armées de démons, aurait pris part à des batailles qui continueraient de faire rage pour l'éternité. Il se serait accaparé un millier de royaumes au sein de l'Empyrée, des milliards de vassaux dont disposait à sa guise, mais les avait refusés. Tous les plaisirs et les trophées étaient à lui, il n'avait qu'à les prendre et il les avait rejetés. Il s'était emparé de la même puissance que son père, mais il l'avait fait sans duper personne. Il l'avait prise par la force des armes et par la vertu de sa conviction en lui-même. Aucun marché n'avait été passé, aucune promesse à honorer. La puissance était à lui et à lui seul. De retour de Molech, Horus était devenu un être capable d'affronter l'empereur lui-même. Suite à son ascension, Horus apprit qu'une nouvelle menace mettait à mal ses forces et lignes de ravitaillement. Jakadai Khan et sa légion des White Scars.
Le Grand Khan avait appris sa trahison alors qu'il combattait les orques à Shondax. Tenu isolé pendant un certain temps par les manigances de l'Alpha Légion, le Khan avait été épargné par Horus qui avait espéré le rallier à sa cause, allant jusqu'à lui envoyer des messages astropathiques pour lui demander d'attaquer les Manrus et les Space Wolves, décrits comme des traîtres ayant détruit Prospero et ayant assassiné Magnus le Rouge, un ami du Grand Khan. Mais l'attaque surprise de l'Alpha Légion contre la 5e Légion et la quête de réponse du Khan dans les ruines de Prospero avaient d'une part permis aux Space Wolves de s'en sortir lors de la bataille de la nébuleuse d'Alaxès, et d'autre part au Khan de se ranger aux côtés de l'Empereur et de mener une guérilla contre les armées de Lupercal, tout en tentant de rejoindre Terra malgré la tempête de la ruine qui l'isolait. Conscient de cette menace, Horus ordonna à Mortarion de le rejoindre sur une planète de fer noir veinée d'argent baptisée par les premiers explorateurs sous le nom de Spectre. Horus arriva depuis l'orbite tandis que Mortarion débarquait par-dessus les roches vitreuses et noires de Spectre. Les Justariens sortirent du transporteur et formèrent un cercle avant qu'Horus ne sorte, faisant face au faucheur qui s'inclina devant lui. Le maître de guerre informa Mortarion que la campagne de conquête de Terra se trouvait perturbée, que leurs frères alliés étaient devenus difficiles à contrôler et que la tempête de la ruine prendrait bientôt fin. Mortarion lui demanda d'attaquer sans plus attendre Terra, lui assurant que la Death Guard était prête. Agacé, Horus lui rappela que l'empereur était un être incommensurablement puissant et que l'attaquer sans préparation était une erreur qui leur coûterait trop cher. Horus demanda à Mortarion de s'occuper à la place de Jakatai Khan afin que cessent ses raids rapides et efficaces contre ses troupes et éviter qu'ils ne viennent renforcer les défenseurs de Terra. Il fit face dans un premier temps au refus de Mortarion qui exigeait d'être à l'avant de l'offensive contre Terra. Horus lui promit que son vœu se réaliserait, mais qu'il lui demandait de s'occuper du Khan car il était le dernier de ses frères dont il avait confiance. Le dernier non corrompu ou incontrôlable. Le Seigneur de la Mort accepta, et Lupercal l'envoya rejoindre le Seigneur commandant Eidolon des Empereurs Childrens, qui lui aussi traquait les White Scars. Mortarion et Eidolon traqueront sans pitié le Khan, parvenant finalement à l'attaquer dans l'espace dans la faille de Catulus. Mais le Grand Khan et une grande partie de sa flotte emprunteront un passage de la toile grâce au sacrifice du prophète des tempêtes Targutai Yesugei, qui utilisa une version du trône d'or dans une station d'origine inconnue, mis en place par l'empereur dans le cadre de son grand œuvre. Le Khan atteignit in fine Terra et se tiendra sur les remparts pour affronter Horus. Horus, à la tête de sa flotte, arriva finalement sur Ulanor, le monde où tout avait commencé. Il débarqua sur la planète, là où avait eu lieu son triomphe, et retrouva Lorgar en compagnie du prince démon Fulgrim et l'apôtre noir Laiak. Ce dernier tenait sous sa volonté le Phénicien suite à un rituel ayant eu lieu dans l'œil de la terreur sur ordre de l'Urizen, afin qu'il contrôle le prince démon orgueilleux pour qu'il assassine Horus. Lorgar considérait que Lupercal n'était plus digne d'être l'élu des dieux et convoitait sa place. Mis au courant, Horus frappa l'Urizen violemment au point de presque le tuer tandis que Laiak décida de trahir son primarque en libérant Fulgrim. Horus chassa Lorgar, l'exilant et lui affirmant que si jamais il le revoyait, il le tuerait. Lorgar partit et Perturabo et le primarque démon Angron arrivèrent et débarquèrent à leur tour à la tête de leur légion. Puis finalement ce fut au tour de Magnus qui s'agenouilla face à Horus, qui reçut et accepta son serment de loyauté. Finalement, la bataille du système Sol s'engagea alors que les forces d'Horus se massèrent à sa frontière. Alors que la guerre solaire s'était achevée, que Terra était sur le point de tomber, les forces rebelles se refermaient lentement autour des troupes loyalistes. Le maître de l'humanité rassembla sa garde personnelle et les primarques Rogaldorn et Sanguinius. Mais à ce moment, alors que sa victoire semblait certaine, le maître de guerre fit sa pire erreur. Il abaissa les boucliers de défense du Vengeful Spirit en orbite. Certains disent que ce n'était pas une erreur, mais la part subconsciente de son humanité qui guida ses actions et qui le trahirent.
À cet instant, il semblait vouloir envoyer une sonde psychique pour vivre les derniers instants de l'empereur, mais dès que les boucliers furent abaissés, l'empereur fut conscient de sa présence et ne manqua pas cette opportunité. L'empereur de l'humanité arriva sur la passerelle et fit face à Horus, le corps brisé de Sanguinius à ses pieds. Le duel le plus important de l'histoire de l'humanité commença, l'empereur lançant son attaque. Cette lutte était autant celle de deux vieux amis que celle du destin de l'humanité, et Horus et son père savaient tous deux que celui qui survivrait régnerait sur la galaxie et deviendrait l'empereur incontesté de l'humanité. Ils se battirent dans un duel à mort dont l'enjeu n'était ni plus ni moins que l'âme de l'humanité, libérant des assauts psychiques qui auraient rasé des planètes. Horus parvint à infliger à l'empereur des blessures mortelles, sa puissance gonflée par les pouvoirs des dieux sombres. Il trancha à travers la chair et les os de l'empereur, écrasa sa trachée et coupa sa jugulaire. Puis Horus, bien que lui-même blessé, sectionna les tendons du poignet de son père, ce qui fit tomber son épée avant de lui briser plusieurs côtes et de déchaîner une vague d'énergie qui brûla son visage et qui fit fondre sa chair, fit éclater un globe oculaire et mit le feu à sa chevelure. Pour terminer, Lupercal l'Agrippa le souleva et lui brisa la colonne vertébrale sur son genou avant de lui arracher un bras de l'épaule. Mais alors que tout était perdu, un garde custodien solitaire apparut et se jeta sur le maître de guerre qui, lorsqu'il le vit, le cloua d'un regard brûlant et fit ainsi éclater l'armure du custodien, le réduisant en cendres. Ou bien peut-être était-ce un Astartés, ou un simple humain. Cette bataille n'est qu'une légende. Une légende parmi tant d'autres entourée de mythes, de racontars, d'idées, d'espoir. Mais il est dit que l'empereur profita de cet instant d'inattention pour rassembler ses esprits et concentrer sa puissance psychique en un projectile de force pure qui fonça droit vers le cœur d'Horus. Là où, d'après les légendes, Sanguinius avait effectué une fissure dans l'armure d'Horus avant son trépas. Ce coup meurtrier fut tel que l'emprise du chaos sur Lupercal disparut. Sa lucidité revint alors, et Horus pleura. Il aurait réalisé les atrocités commises, et en pleurs il demanda pardon à l'empereur pour ses actes impardonnables et sa trahison. Il supplia son père de le tuer, sentant que le chaos revenait le réclamer. Après un infime instant d'hésitation, l'empereur acheva Horus Lupercal, effaçant littéralement son âme à jamais de l'existence. Ressentant sa mort, les légions renégates et les démons comprirent qu'ils avaient perdu et se replièrent précipitamment avant de quitter Terra, ce qui sera le point de départ d'une série de campagnes vengeresses et loyalistes qui sera appelée la Purge. Quant à l'empereur, il fut retrouvé par Rogaldorn, arrivé trop tard avec les derniers guerriers survivants sur le Vengeful Spirit, et qui ramena en urgence le corps du maître de l'humanité et celui de Sanguinius sur Terra. Là, l'empereur fut placé sur le trône d'or, libéré par un Malcador qui tomba en cendres. Les pouvoirs de l'empereur survécurent, mais son corps était détruit, ne pouvant plus quitter les arcanes technologiquement mystérieuses du trône d'or et condamné à devenir à la fois mort et vivant. Il sombra dans un silence complet qui devait durer 10 000 ans. Quant au corps d'Horus, il fut retrouvé gisant dans sa salle du trône par Abaddon, son premier capitaine ayant ressenti son trépas. Devant le corps de son maître vaincu, Abaddon arracha sa griffe énergétique afin de la conserver avant de mettre le cap vers l'œil de la terreur, l'immense tempête Warp au nord-ouest galactique qui allait devenir le refuge des traîtres et leur nouveau foyer, là où la réalité et l'immatérium se mêlaient. Ce jour-là, l'hérésie d'Horus était terminée. Plus de 10 000 ans après sa mort, l'héritage d'Horus Lupercal continue de marquer en profondeur l'Imperium.
L'état de l'empereur et de son impérium décadent, fanatique et mortifié est son legs, gagnant le surnom d'architraître dans la mémoire de ceux connaissant la vérité de la guerre civile. Mais c'est dans les profondeurs de l'œil de la terreur que son héritage va prendre jour et menacer comme jamais la galaxie à travers 13 croisades noires qui menaceront l'Imperium et dont la dernière mènera à la chute de Cadia et la formation de la Grande Faille. Une blessure de l'Immaterium qui coupera la galaxie en deux et la livrera aux abominations démoniaques. En fin de compte, à travers le fléau de la Cicatrix Maledictum et la Black Légion, Horus hante toujours la galaxie.